Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live, le tout premier de l'année 2021. Alors, je me présente très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alice Bacci, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également blogueuse, j'ai donc le blog bestofbusinessanalyst.fr, la chaîne YouTube, j'ai pas mal de réseaux sociaux, donc vous pouvez me contacter assez facilement et j'essaie de transmettre les bonnes pratiques de l'analyse métier, d'aider toutes celles et ceux qui soit veulent se reconvertir, soit veulent le devenir parce qu'ils sont étudiants et cherchent à se spécialiser, soit ils sont déjà business analystes, parfois depuis fort longtemps, ils ont besoin de références pour savoir s'ils font bien, s'ils font pas bien et comment ils peuvent s'améliorer. Donc j'essaie de partager tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, n'hésitez pas, dans mon blog, il y a un petit encart, un petit formulaire pour s'inscrire. Vous recevrez toutes les 2 semaines plein d'informations complémentaires sur l'analyse métier, que ce soit des articles, des vidéos, des notifications d'événements sur l'analyse métier. Notamment, il y a pas mal d'événements en ligne, en plus de mes Facebook Live, qui sont organisés par l'IIBA et ils sont vachement intéressants, donc je vous informe de tout cela. Alors, aujourd'hui, la question m'a été posée par Guillermand et Guillermand me demande d'évoquer le sujet du cahier des charges. Et avant de... Alors c'est un sujet effectivement qu'on rencontre assez fréquemment quand on est business analyst, je vais vous expliquer tout ça. Pour information, j'ai décidé de raccourcir les lives parce que ça devenait trop long. Honnêtement, je crois qu'en fin d'année, j'ai arrivé à 50 minutes par live, ce qui est trop long pour vous d'une part, et puis pour ceux qui regardent en replay, c'est contre-productif. Si je veux transmettre le plus d'informations possible, plus je fais des lives longs, plus en fait les gens ont du mal à suivre jusqu'au bout la séance. Donc je vais essayer de le canaliser sur 20-25 minutes maximum pour transmettre encore une fois le plus d'informations possible en un minimum de temps. Donc il se peut que j'aille pas autant dans les informations, dans les choses que ce que je faisais auparavant. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire que vous aimeriez que je fasse un live dédié sur un sujet en particulier que j'ai pas assez développé dans celui-ci. Au niveau des commentaires, n'hésitez pas à m'en mettre dans le fil du chat, je les regarderai à la fin. Donc j'ai l'habitude de d'abord présenter le sujet et à la fin je regarde les questions s'il y en a. Et s'il y en a et que je peux y répondre, j'y réponds bien volontiers. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, tout d'abord, donc il y a 3 parties. Je vais d'abord vous parler de la définition du cahier des charges. Je vais vous donner les enjeux en deuxième partie du cahier des charges. Et en troisième partie, je vais me focaliser sur les impacts que le cahier des charges a sur la business analyse, sur l'analyse métier. Alors c'est parti, donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges? C'est un document officiel qui est contractuel et qui décrit ce que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, attend du maître d'œuvre, c'est-à-dire le fournisseur. Donc pour mémoire, maître d'ouvrage égale client, maître d'œuvre égale fournisseur. Donc c'est un document qui décrit de la façon la plus précise possible, avec un vocabulaire théoriquement simple, les besoins auxquels le maître d'œuvre doit répondre. C'est également un document qui est crucial en termes de communication entre les parties impliquées. Donc parfois, effectivement, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sont des clients internes, sont internes en fait à la même organisation. Par exemple, un département métier, par exemple, je sais pas moi, le département compta qui veut mettre en place une solution de système d'information, il va s'adresser à la direction des systèmes d'information de son entreprise. La maîtrise d'ouvrage, ça sera du coup par exemple le département comptable et la maîtrise d'œuvre, ça sera la DSI. Mais parfois, la maîtrise d'œuvre, c'est un fournisseur extérieur. Donc, ce document-là, le cahier des charges, il est crucial autant lorsque le client et le fournisseur sont internes, donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage interne, parce que ça permet aux parties prenantes impliquées d'avoir un outil de partage et de contrôle et d'alignement sur la démarche à suivre depuis le tout début, donc depuis le recueil des besoins jusqu'au déploiement de la solution du système cible. Alors là, je parle vraiment effectivement de projet de système d'information, mais en réalité, un cahier des charges, vous l'avez dans tous les projets. Ça peut être des projets strictement métiers, de conseils stratégiques, de conseils, redéfinition des processus, d'aide de mise en œuvre ou de conduite du changement. Donc c'est vrai que souvent je parle de projet de système d'information, mais vous le remettez dans le contexte dans lequel vous travaillez en tant que business analyst, ça peut être pour n'importe quel sujet. Un autre axe qui est très important sur le cahier des charges, c'est que c'est un document crucial en termes de communication en cas de consultation de fournisseurs. Donc, pourquoi? Parce que c'est un document de référence
tant que, donc pour tout le projet, tant qu'il n'est pas surchargé, modifié, amendé en fait donc officiellement par un autre livrable du projet qui arrivera plus tard et un livrable qui sera du coup validé officiellement en comité de pilotage par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. C'est également un document, le cahier des charges, sur lequel se basent les fournisseurs pour répondre à un appel d'offres. Donc là, par exemple, le client final, il a besoin d'une mise en place, je ne sais pas moi, d'un accompagnement au changement. Il va rédiger un cahier des charges pour expliquer son besoin, ses objectifs, et les fournisseurs qui répondront à l'appel d'offres vont essayer de comprendre suffisamment le besoin pour adresser une réponse chiffrée, que ce soit en termes budgétaires, en termes de délai et puis également en termes qualitatifs pour répondre à ça. Évidemment, dans les projets de système d'information, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment hyper important pour permettre aux fournisseurs de répondre à un besoin de client qui sera formulé sous la forme d'un appel d'offres et qui donnera, du coup, ce cahier des charges, lieu, une fois que le fournisseur aura été sélectionné par le client, par la maîtrise d'ouvrage, eh bien, il y aura un contrat de réalisation entre le client et le fournisseur retenu sur la base de ce cahier des charges. Donc, vous avez compris que tout projet, il commence par être codifié dans un cahier des charges. Et c'est vraiment un document qui est un point d'entrée pour planifier, pour piloter l'avancement des opérations et définir quels doivent être les livrables. J'ai parlé des livrables dans un des lives, je crois, du mois de décembre, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que ça signifie en termes de business analyst, qu'est-ce que c'est que des livrables. Je ne vais pas le redéfinir aujourd'hui. En termes de contenu, de structure, un cahier des charges, il répond à un certain formalisme. Vous le trouvez assez facilement hein, sur Internet, ce type de formalisme. C'est classique et c'est ce type de formalisme qui permet à tous les intervenants de comprendre précisément les objectifs. Il y a en matière de projet de système d'information, en réalité, un cahier des charges, il est composé de deux parties. Une partie fonctionnelle et une partie technique. Donc vous avez le cahier des charges fonctionnel qui est abrégé sous l'acronyme CDCF en français. Et ce cahier des charges fonctionnel, il va décrire les fonctions que la solution devra remplir la valeur en fait ajoutée qui est attendue par la solution à mettre en œuvre. Le cahier des charges technique, c'est une autre partie du cahier des charges. Lui, il va spécifier plus précisément le cadre technique, les spécifications techniques à respecter. Et donc, cette partie fonctionnelle plus cette partie technique, ça va faire un document officiel qui va permettre notamment de lancer l'appel d'offres. Ou alors pour mobiliser des moyens internes hein, dans le cas où la réponse en fait, à ce besoin se fait en interne par la direction des systèmes d'information, par exemple. Donc ça, c'est la première partie. Je voulais vous expliquer ce que c'était un cahier des charges. En deuxième partie, je voudrais que vous compreniez bien les enjeux en fait, du cahier des charges parce que c'est un exercice qui est vraiment compliqué, qui est à risque et alors pas tout le temps, mais souvent il est assez bâclé ou alors ça peut arriver qu'il y ait des chefs de projet débutants, on commence tous, hein, c'est normal, ils ne savent pas trop comment faire leur cahier des charges et ils n'ont pas forcément une bonne méthode, ils n'ont pas forcément assez de recul, ils n'ont pas assez d'expérience. Et imaginez comme c'est compliqué parce que le chef de projet, on va lui demander en réalité d'avoir une compétence de business analyst parce qu'il va devoir comprendre le besoin et la vision métier. Et puis à côté de ça, on va aussi lui demander de maîtriser les clés de la gestion de projet. Donc dès ce document-là, du cahier des charges, eh bien, il y a déjà de l'analyse métier qui est mise en œuvre et pas forcément par le business analyst, ce qui peut causer d'ailleurs des problèmes après le business analyst quand il va avoir en main ce cahier des charges, il va se dire bah ouais mais tu t'es engagé, toi chef de projet, sur quelque chose qui est pas assez mature, qui est infaisable, etc. Donc le cahier des charges, il demande vraiment à celui qui le rédige des compétences, comme je vous ai dit, en analyse métier, c'est-à-dire tout ce qui est technique des licitations dans le sens recueil des besoins et compréhension de la vision stratégique métier, identification des contraintes internes et externes et modélisation des processus métiers. Donc là, je suis dans la partie cahier des charges fonctionnel. Et puis, en termes de compétences en management de projet, le cahier des charges, il va comprendre l'enveloppe budgétaire affectée, les délais avec la date de réalisation attendue, l'identification des parties prenantes et des ressources internes affectées au projet en termes de rôle et responsabilité. Et puis également, c'est là qu'on va identifier les disponibilités de chacun. On ne va pas lancer un appel d'offres en demandant aux fournisseurs de travailler de manière agile si en interne, le client il n'a pas
les moyens en fait d'avoir un product owner ou des gens qui sont disponibles pour une approche agile. Donc c'est vraiment important parce que ça permet de partir sur des bases partagées et validées et que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage soient bien conscientes de tous les paramètres qui sont décrits dans le cahier des charges. Pourquoi? Parce que finalement l'objectif c'est que tout le monde y trouve son compte, que le client et le fournisseur ils fassent une bonne collaboration, qu'ils coproduisent une projection de ce à quoi devrait ressembler la solution cible, que ce soit un système d'information ou autre. En accord avec les parties prenantes impliquées. Donc là, je redonne l'exemple d'un département comptable qui a besoin, je sais pas, d'un système d'information pour la comptabilité. Eh bien, évidemment, il va être partie prenante et il va donner son avis. Ensuite, le cahier des charges il va permettre d'apporter une description des fonctionnalités principales, plutôt des fonctions. Je ne vous donne pas dans ce live la différence entre fonction et fonctionnalité, mais c'est important à connaître quand on est business analyst. Donc dans le cahier des charges, on va surtout parler des fonctions plus que des fonctionnalités. On va parler aussi des contraintes macroscopiques qui vont peser dessus. Et également, on va parler de la valeur ajoutée si on est plutôt dans une approche agile. Plutôt que de dire voilà les fonctions que je veux avoir, on va dire voilà la valeur que je veux apporter à l'utilisateur ou au client. Le cahier des charges, il va aussi, donc, comme je vous ai dit, clarifier les attentes techniques. Il va identifier les jalons du projet, vraiment macroscopiques, avec là aussi les rôles, compétences et responsabilités des acteurs. Et tout ça dans le but d'initier évidemment le projet, mais aussi de faciliter après le pilotage du projet et de donner un cadre à l'intégration des éventuelles solutions. Donc le cahier des charges, il est primordial pour deux choses, je le répète. D'abord pour répondre à un appel d'offres, que ce soit en externe ou en interne. Ça ne sera pas un appel d'offres, ça sera une demande interne. Donc ça c'est la première chose, pour pouvoir chiffrer et y répondre. Et la deuxième chose, c'est pour initier le projet, pour se baser sur déjà une première analyse. Mais attention, parce que si le périmètre qualitatif et la solution préconisée, ils évoluent par la suite, parce que le business analyst il va faire plein d'analyses lorsque le projet va être lancé, il faut faire attention à ce que ce cahier des charges il ne soit pas un frein à la mise en place d'une solution qui apporte de la valeur aux utilisateurs. On y reviendra juste après, mais ça fait partie vraiment des freins, le cahier des charges parfois, même pour la communication entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Et je reprécise à nouveau, attention au niveau cahier des charges, quand vous travaillez dans un système d'information, dans les projets de système d'information en approche agile, Scrum, etc., le cahier des charges, il va se focaliser sur la valeur ajoutée à apporter aux utilisateurs et aux clients, et il ne va pas se focaliser sur quelles sont les fonctionnalités ou les fonctions à mettre en place dans la solution, puisqu'on va les découvrir au fur et à mesure. A contrario, lorsque vous travaillez sur des projets gérés en cycle en V ou en cascade, dans ce qu'on appelle les modèles de gestion traditionnels, dans la gestion de projets informatiques, là, dans le cahier des charges, on va parler essentiellement de fonctions, et même de fonctionnalités macroscopiques de haut niveau en fait, de la solution. Donc c'est la différence entre les deux. Troisième partie, alors maintenant, quel est l'impact en fait du cahier des charges sur votre rôle en tant que business analyst? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cahier des charges et qu'est-ce que ça n'est pas? Ce que c'est, vous avez compris, c'est un document contractuel qui engage la responsabilité du client et du fournisseur et qui fournit un cadre de réalisation de la solution. Donc c'est un point de départ de l'analyse métier. Ça fixe en effet les objectifs, le cadre à atteindre, la vision sur lequel le business analyst il va forcément se baser. Au début, il lui faut bien quelque chose pour commencer son travail. Donc c'est un input pour lui. C'est un input, mais après il va faire des analyses encore une fois. Puisque son objectif, c'est de recommander la meilleure solution possible. La solution, elle n'est pas envisagée dans le cahier des charges. Elle est souhaitée, mais normalement, il n'y a pas de solution précise. Et quand j'en vois, parfois je me dis c'est malheureusement un gros travers quand les chefs de projet ou les clients ne connaissent pas ce qu'est l'analyse métier et ses bénéfices. Et souvent, il faut essayer de convaincre et d'expliquer aux clients que ok, tu as fait un cahier des charges, mais on ne passe pas de suite à la solution. On a encore plein d'étapes avant de construire une solution, parce que sinon tu risques de te planter. Ça, je referme la parenthèse, c'est un vaste sujet. Alors ce que n'est pas un cahier des charges, ce ne sont pas des spécifications fonctionnelles, générales ou détaillées. Ce n'est pas non plus une expression complète des besoins métiers. Il y a parfois des chefs de projet, quand ils ont eu un cahier des charges assez épais, fourni par le client ou la maîtrise d'ouvrage, ils vont dire au business analyst, ok, tu as tout en main, maintenant tu me fais les SFD.
mais attends, j'ai pas tout en main du tout. C'est un embryon. Il faut faire des analyses, il faut faire de l'élicitation, il faut creuser parce que c'est pas possible d'avoir recueilli tous les besoins métiers de manière exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle en très peu de temps, puisque souvent, dans beaucoup de projets, un cahier des charges s'est fait assez rapidement, voire sans rencontrer les parties prenantes. Donc voilà, ça n'est pas un document de spécification fonctionnelle générale ni détaillé. Le cahier des charges, il est consulté, en tout cas fonctionnel, il est consulté surtout en début de projet par le business analyst, c'est-à-dire au moment où il va commencer ses analyses, analyse de besoins, analyse de l'existant, il va vraiment consulter son cahier des charges pour comprendre vers quoi, comment il va construire en fait ses ateliers de travail par exemple, et qu'est-ce qu'il va analyser. Et également, il peut l'utiliser en début de conception fonctionnelle. Après, il est en général plus, on ne le regarde plus en tant que business analyst. Par contre, il est utilisé par le chef de projet, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, par les deux même, pour la partie pilotage du projet, puisqu'en fait, on va se rattacher au cahier des charges pour vérifier qu'on est bien dans les clous au niveau coût, délai et objectifs contractuels. Alors, les risques d'un cahier des charges, c'est quand il devient un frein, ça j'en ai parlé tout à l'heure, un frein à l'atteinte des résultats attendus par le client. Parce qu'encore une fois, le cahier des charges, il initie le projet, ça permet de répondre à l'appel d'offres, mais on n'a pas encore du tout réfléchi et analysé en détail les besoins. Et quand on est en plus en approche agile, c'est itératif et incrémental, donc c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Donc on sait grosso modo où on veut aller, enfin ce qu'on veut avoir comme plus-value, mais on ne sait pas le détail. Et en fait, souvent, le cahier des charges, il sert à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage quasiment à se battre sur ça tu me le fais parce que c'est compris dans le cadre forfaitaire du cahier des charges, et l'autre il est en face de vous avez la maîtrise d'œuvre qui dit non, c'était pas clair, on ne s'est pas engagé du tout là-dessus, on n'a pas chiffré ça, et ça fait office de champ de bataille en fait entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Parce qu'en fait, un cahier des charges, théoriquement, il devrait pouvoir être discuté de manière consensuelle. À chaque fois que le business analyst il va constater par exemple que la valeur attendue ne pourra pas être délivrée comme requis dans le cahier des charges, ou il fait son élucidation et il constate que je sais pas, il y a de nouvelles contraintes qui vont impacter la bonne réalisation de la solution, ou alors tout simplement l'organisation cliente elle évolue, je sais pas, il y a un changement organisationnel, PDG qui change de stratégie générale, il y a l'environnement extérieur qui peut évoluer, etc. Parfois, des projets ils durent 1 an, 2 ans, voire plus. Donc, on ne peut pas forcément rester figé comme à l'instant où le cahier des charges a été rédigé. Et donc, c'est normalement légitime de rediscuter en comité de pilotage est-ce que finalement on diverge un petit peu par rapport au cahier des charges, voire beaucoup. C'est des événements en fait qui devraient conduire à une réévaluation des priorités, du planning du projet, des fonctionnalités, etc. Mais dans la vraie vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est problématique parce que quand un fournisseur, une maîtrise d'œuvre, a signé un contrat au forfait, ça veut dire qu'il s'est engagé à répondre aux besoins dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et des délais précis. Forcément, le fournisseur, son objectif, c'est d'avoir une marge et son objectif, c'est de réussir à délivrer du coup la solution dans les délais et dans les coûts prévus, sans rogner sur sa marge. Et côté maîtrise d'ouvrage, côté client, il y a un peu les mêmes objectifs, c'est-à-dire il ne veut pas dépenser plus que l'enveloppe budgétaire allouée initialement, et il veut évidemment être livré dans les délais attendus. Mais il veut aussi que qualitativement, en fait, la solution réponde à ses besoins. Quitte à ce que les besoins sont découverts au fur et à mesure, mais le client, il veut que ça soit cohérent avec ses besoins, même s'ils sont découverts au fur et à mesure. Donc, la partie enveloppe budgétaire et la partie délai attendu, en général, c'est très difficile de jouer là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui est la variable d'ajustement? Souvent, c'est quoi? C'est la qualité de la solution. C'est-à-dire, soit les fonctionnalités livrées, soit la valeur délivrée aux utilisateurs et aux clients. Et ça, c'est quoi cette variable d'ajustement? C'est le périmètre du business analyst, malheureusement. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure que le cycle de vie du projet avance, le business analyst, lui, il va faire quoi? Il va affiner, il va découvrir des nouveaux besoins, des nouveaux risques métiers, parce qu'il va faire plein d'ateliers de travail, etc. Il va recueillir les exigences. Et si les décisions prises modifient ou apportent un éclairage nouveau sur le cahier des charges, il ne faut vraiment pas oublier de le valider officiellement en comité de pilotage, de valider officiellement les écarts que les analyses ont mis en lumière par rapport au cahier des charges,
parce que sinon, chaque partie, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, va se réfugier sur la communication, les spécifications, ou alors le cahier des charges, ou alors les emails envoyés entre les uns et les autres, pour justifier en fait des incompréhensions de mise en œuvre. Donc ça, c'est le rôle du chef de projet de s'assurer que si jamais il y a des évolutions par rapport au cahier des charges, c'est statué, c'est validé en comité de pilotage. Et c'est important parce que ça permet au business analyst de savoir s'il doit prendre en compte en priorité les contraintes du cahier des charges, ou alors s'il doit se baser sur ces analyses postérieures qui sont plus récentes et plus fiables et plus exhaustives forcément pour faire sa conception fonctionnelle. Et il faut vraiment vous vérifier, vous, en tant que business analyst, sur quoi vous vous basez, parce que le cahier des charges est peut-être pas du tout bon et malgré tout, ça sera une vraie contrainte à prendre en compte et vous ne serez peut-être pas satisfait parce que vous ne pourrez pas fournir la qualité que vous attendiez, mais ce sera peut-être ça votre contrainte projet en fait. Donc c'est très très important de savoir tout cela. Si vous avez des questions, qui rédige le cahier des charges c'est normalement le chef de projet, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage ou côté maîtrise d'œuvre, puisque vous pouvez avoir côté client en fait un chef de projet ou un manager, il va être chef de projet, il va avoir la casquette chef de projet, qui va vouloir mettre en œuvre une solution, lancer un appel d'offres, etc. Donc ça ne veut pas dire que comme il rédige, c'est lui qui remplit tout et qu'il a la science infuse. Parce que lui, après, il va devoir, comme j'ai dit tout à l'heure, faire des activités d'élicitation, c'est-à-dire recueillir les besoins. Vous pouvez être un chef de projet, par exemple, vous êtes dans une DSI, Direction des systèmes d'information, pour rédiger le cahier des charges pour votre client interne qui est par exemple le département comptable, vous allez devoir aller les interroger, recueillir leurs besoins. Donc vous allez remplir le cahier des charges sur la base des informations collectées de leur côté, que vous allez en plus valider avec eux. Vous n'allez pas envoyer le cahier des charges ou l'appel d'offres sans valider avec le département comptable par exemple. Donc c'est le chef de projet, mais ce qui complète à l'intérieur, évidemment, c'est sur la base d'informations recueillies. Alors ça peut être aussi pour la partie cahier des charges technique. Le chef de projet, il va aller faire des réunions avec l'architecte, le tech leader, etc. Donc des gens qui ont la connaissance technique. Il va leur demander à ton avis, tel développement, calcule-moi la charge. Et donc il va recueillir plein d'informations et il va trancher à un moment donné pour dire ok, on va dire que ça fait 1200 jours parce qu'il aura pris des informations à droite à gauche. Et côté des fonctionnalités, des besoins métiers, soit le chef de projet, il se sent capable d'aller éliciter, il a la compétence pour, soit il peut demander à un business analyst un coup de main pour aller recueillir les besoins métiers. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai parfois eu des messages là-dessus. Un business analyst qui va recueillir des besoins métiers pour le cahier des charges, il ne va pas aller faire de l'élicitation comme en mode projet auprès des parties prenantes. En général, il va devoir se débrouiller un petit peu avec une seule personne face à lui, la maîtrise d'ouvrage face à lui, mais il ne va pas pouvoir aller faire des ateliers très très complets. Il va devoir se baser, faire des techniques d'élicitation un peu plus restreintes. Alors, après, le cadre financier forfaitaire peut en effet impacter le projet. Ben oui, une enveloppe pour les demandes de changement peut être prévue. Oui, mais ça, qu'en pensez-vous? Effectivement, mais ça, c'est contractuel tout ça en fait. Il y a des clients qui ont l'habitude de travailler en forfait avec des fournisseurs et qui ont des retours d'expérience et qui savent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et avec ces retours d'expérience, ils sont capables d'être intelligents, entre guillemets, et de dire, OK, à ce stade-là, on n'a pas assez d'informations pour avancer. Donc, par exemple, on refera un cadrage et on payera la première étape de cadrage en dehors de l'enveloppe forfaitaire. Ça arrive assez fréquemment. Avant de s'engager complètement sur un forfait, on peut faire un cadrage qui va être payé avant de commencer. Voilà, écoutez, pas d'autres questions, je vais vous laisser. J'espère que je vais répondu à cette question de cahier des charges de manière quand même assez précise malgré le fait que j'ai passé un peu moins de temps. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce premier direct de l'année 2021. Je ne vous ai pas dit bonne fête, bonne année à tous, donc j'en profite, bonne année 2021. Et donc la semaine prochaine, jeudi 14, même lieu, même heure, je vais répondre à la question de Caroline. Un développeur peut-il devenir business analyst ? Effectivement, il y a des développeurs qui veulent devenir business analyst. Est-ce que c'est possible et comment, dans quelles conditions c'est possible? Donc intéressante question. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de la partager si ça vous a plu.
Voilà, je vous dis à bientôt. Bon appétit si vous êtes comme moi à l'heure du repas. Et pour celles et ceux qui sont en replay, bonne journée et donc à jeudi prochain. Ciao tout le monde.